Bienvenue au Polysécure épisode technique divagation. Je suis avec Michael. Ça va bien? Oui, toi? Très bien. Cette fois-ci, nous allons aborder la conformité. On a déjà abordé d'une certaine façon ce sujet-là. On se répétera pas. On va l'aborder d'une façon dans un contexte pratique. Qu'est-ce que la conformité vient représenter pour les organisations? Il y a beaucoup de facettes associées à ça. Certains experts en SI ou en TI ont tendance à balayer ça dans la cour de d'autres départements, de d'autres équipes, parce qu'ils ne se sentent pas impliqués. En réalité, on est tous partis du grand principe ou du grand ensemble. Donc, je vais te laisser amorcer avec ça parce que je trouvais ton idée très intéressante, puis ensuite, on va voir où ça va nous mener, là. J'aime comment tu me balais ça dans ma cour comme les départements IT. Oui, tout à fait. Mais pour commencer sur le sujet, je pense que c'est un sujet qui est de plus... C'est plate à dire pour bien du monde qui sont en IT, justement, parce que c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité. Puis personnellement, moi, je t'ai impliqué avec comme plusieurs bureaux d'avocats, justement, que comme pour la plupart du monde, si on parle de conformité, justement, tu balais ça dans le dossier des avocats ou dans le département légal de l'entreprise, puis c'est là que ça se passe, parce qu'on s'entend, la conformité, c'est quoi? C'est des processus, c'est des politiques, c'est des choses qu'on va retrouver dans l'onglet légal, bien souvent, d'un site web ou de politique, qui vont dire qu'est-ce que la compagnie va faire en étant que telle chose se passe. Exemple, en cas de brèche de données, brèche de l'infrastructure, ainsi de suite. Il y a une longue liste, mais on s'entend-tu quand on parle d'infrastructure de données, ça tombe pas vraiment dans la cour du département légal. On s'entend bien souvent, c'est les gars d'IT qui sont en charge de tout ça, ou l'équipe de sécurité. Puis c'est là un petit peu que ça diverge, parce qu'il y a beaucoup de monde, on dirait que comme de plus en plus que la société évolue avec la conformité, parce qu'on s'entend, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus nouveau. Ça devient de plus en plus, tu fais un appel d'offres ou bref, t'arrives sur le marché, on va te demander d'être ISO 26001, on va te demander, dans certains cas, si on va aux États-Unis, ils vont nous demander d'être NIST, ils vont nous demander d'être dans le domaine de la santé, d'avoir HIPAA, puis de savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire. En Europe, c'est GDPR qui l'emporte. Avec nous, au Québec, c'est la loi 25. C'est toutes ces choses-là que quand on rattache tout ça ensemble, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu là que ça tombe intéressant quand on est rendu que sur le terrain de jeu, du gars d'architecture, exemple, qui va monter l'architecture de l'entreprise, que ce soit dans le cloud, que ce soit on-prem, ou que ça soit carrément dans le garde-robe, comme on dit. Il y a des répercussions à quelle application on va choisir, comment on va les configurer. Puis l'autre question qui est très intéressante, puis c'est souvent là, je pense qu'on l'a abordé précédemment, c'est au niveau de l'application que j'ai achetée ou que je loue le service en formule SaaS ou PaaS ou peu importe. Est-ce qu'elle me fournit la conformité? Est-ce qu'elle vient avec la conformité? Puis là, si elle vient pas avec la conformité, cette application-là, c'est quoi mes options? Puis c'est sur le bureau à qui que ça retombe ou dans quel département, c'est là que ça devient intéressant. Parce que malheureusement, oui, la conformité, il y a une grosse partie de la poutine qui est un petit peu, si on peut dire, des politiques ou un contrat légal fait par l'équipe légale. Mais quand on regarde en général, ce qui est vraiment important dans la plupart des standards qui sont en place, ça commence avec une infrastructure sécuritaire. C'est la faute à qui si ça arrive, puis sont où les preuves? Puis on parle pas des preuves légales, on parle des preuves informatiques. Puis c'est là que ça, oui. Je trouve que c'est souvent, ça se ramasse en dessous du tapis, justement. Puis ça se ramasse entre les mains des avocats, puis c'est pas à eux de comprendre ça, c'est justement au monde IT d'évoluer un petit peu, puis de se rendre compte que, OK, là, finalement, il faut que je gère ça maintenant. Puis comment que je le gère? Ça commence par avoir un SIM qui collecte des métriques pour savoir est-ce que je suis les normes, est-ce qu'il y a eu des incidents, est-ce qu'il y a eu ci, est-ce qu'il y a eu ça, que tout soit journalisé dans l'entreprise, puis on s'entend juste à ce niveau-là. Je pense qu'on pourrait avoir une méchante discussion sur tous les scénarios qu'on a pu voir en entreprise, parce que la plupart des entreprises, malheureusement, je pense c'est la dernière fois qu'on a eu un podcast, on parlait justement des logs. Même chose, c'était le même scénario. Sont où les logs de l'entreprise? Sont où les logs de l'application? C'est qui est en charge de tout ça? Puis c'est tous des facteurs finalement qui font que comme de plus en plus,
c'est pas qu'on veut surveiller ce que le monde font, mais on veut savoir vraiment comme s'il arrive quelque chose, ben c'est la faute à qui? Parce que si on ne sait pas, ben ça va être la tête de l'entreprise qui va y aller, qui va rouler. Ça sera pas la tête de quelqu'un en particulier. Et ça peut être très dommageable, pas juste pour une entreprise, ça peut être dommageable pour l'entreprise au grand complet si ça arrive. Puis c'est un petit peu ça qui est un peu à cadrer, puis de bien former le monde, de savoir comme je choisis ça comment une application. Puis c'est vraiment intéressant parce que nous, quand on regarde le marché, c'est drôle, on fait des tests des fois avec la plupart des clients que je vois passer. Puis 3/4 là, sont même pas au courant s'ils sont conformes à quelque chose. Ça leur passe comme 1000 pieds au-dessus de la tête. C'est même pas un concept qui est abordé, on dirait. Là, pas du tout. Puis pour l'avoir vu, puis le problème que je rencontre avec cette situation-là, la conformité, ça change d'un contexte dans lequel on fait de façon artisanale nos TI, dans lequel on fait nos TI de façon professionnelle. Puis je pense que je vais avoir irrité beaucoup de gens en disant ça, mais la réalité, elle est quand même là, parce que quand on se conforme à des normes, comme en construction, comme dans les autres domaines, qu'on se conforme à ces affaires-là, parce que les autres aussi ont des règles de conformité, ont des éléments, des choses comme ça. C'est pas nouveau, là. C'est pas juste pour nous autres, pour nous embêter, là. Ça fait longtemps que ça existe, ça fait longtemps que c'est mis en œuvre. T'sais, si les ponts étaient pas conformes, moi, je passerais pas sur un pont. Fait que, on est dans un contexte de cette nature-là, dans lequel on cherche à émettre des balises de base. Si on parle des premiers éléments de conformité qui sont apparus en SI, c'est le PCI DSS, qui a eu une très mauvaise presse dans les premiers temps, parce que, bon, pour certaines affaires, c'était insuffisant au niveau sécurité, on pouvait chialer. Bon, je suis d'accord. Cependant, ça a remonté le niveau de l'eau. Le niveau minimal de sécurité toléré par PCI DSS était déjà plus élevé que ce qui se passait avant. Fait le but, c'est pas d'arriver à la perfection, mais au moins de rehausser le niveau de l'eau. Puis là, depuis, il y a plusieurs versions, puis ça a évolué, puis des choses comme ça. Ça, c'est un des choses les plus importantes. Et puis, PCI DSS, que les gens peut-être comprennent pas nécessairement, c'est un contrat. C'est une conformité contractuelle qu'on a, parce que dans la mesure où tu vas accepter les paiements, tu as un contrat avec une compagnie de carte de crédit, et le contrat te dit, tu dois être conforme à ça. Fait que si t'es pas conforme à ça, on te paye de l'argent ou tu n'as plus le droit de processer des cartes de crédit. Fait que c'est un élément comme ça. Tu parlais de HIPAA aussi, qui est un élément au niveau de protection des données personnelles dans la santé aux États-Unis, qui est un autre élément comme ça. GDPR, RGPD, qui est exactement la même chose au niveau du processus d'encadrement de la gestion. Fait que oui, puis j'ai eu des commentaires de gens à SI qui sont très achalés par ça. Cependant, nous, comme professionnels, ou même peut-être pas ici, on est peut-être un peu moins responsable de ça, mais en TI, on a été tellement lax que le législateur a dû intervenir. Et là, le législateur oblige. On parle de la loi 25 au Québec, par exemple, mais on était trop lousse. On a laissé les choses abuser. Comme il y a eu de l'abus, il y a des règles, il y a des lois dans ce cas-ci qui viennent se mettre en place. C'est la même chose pour le HIPAA aux États-Unis, le FedRAMP. Il y a un paquet d'éléments comme ça qui sont en place justement parce qu'on n'est pas capable de s'autodiscipliner à arriver à un niveau qui est communément accepté. Fait que là, on est obligé d'avoir des règles. Ça, c'est plate, on a des règles, on a des règles. Mais c'est justement, c'est plate parce qu'on doit venir dans un système artisanal, qu'on faisait de la construction tranquillou dans notre sous-sol, on planait notre bois, on peinturait tranquillou, pas de processus sur la gueule, comme on le file, ben là, on doit faire avec des processus, de l'encadrement, de la prévisibilité. C'est pas de la journalisation, effectivement, c'est pas pour suivre les gens, c'est juste parce qu'on doit avoir des preuves s'il y a un problème et comment on remonte ça des preuves d'un point de vue technique si le système brise ou des preuves d'un point de vue légal si on est poursuivi comme entreprise ou s'il y a malversation dans l'entreprise. Parce que ce qu'on ne sait pas, les gens, je trouve ça bizarre parce que les gens ici sont très aveugles de ça puis ils ne devraient pas être aveugles. C'est quand même, c'est pas nous qui portons la conformité, mais c'est nous qui exécutons la conformité. Puis le fait qu'en tant qu'exécuteur de la conformité, on devrait un minimum s'intéresser à ces règles-là dans lesquelles on est soumis. Et étonnamment, j'ai rarement vu des gens en TISI qui s'intéressent à leur domaine d'affaires, donc à la conformité inhérente au domaine d'affaires. Je vais te laisser la parole parce que tu ris, mais ça m'étonne tout le temps.
Moi, ça m'étonne pas. Puis j'ai peut-être un exemple. Je veux pas burn the bridges, comme ils disent, là, mais j'ai un exemple qui me vient en tête, justement. Le gros fiasco qui était arrivé, justement, il y a quelques années avec Desjardins, quand il y avait eu, justement, le dump de l'identité de tous les membres. Là. Ben, pas tous les membres, mais bref, on s'entend. Ce qui est arrivé, en fait. Puis que c'est juste pour faire une parenthèse un petit peu avec quelque chose de très simple que justement quand on parle de TI, puis le genre de truc justement comme tu parles de PCI tantôt, le genre de petit standard que le montée du niveau d'eau a apporté, c'est que bon ben qui c'est qui a accès aux bases de données, à quel moment, pourquoi, comment, si quelqu'un y accède directement, ben c'est qui valide l'accès. C'est qui décide que tu as le droit d'y accéder ou pas, puis pour quelle raison tu as le droit d'y accéder? Qu'est-ce que tu as le droit de faire? Est-ce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière toi, qui te regarde derrière l'épaule pour savoir si tu es en train de faire quelque chose qui fait du sens ou pas? Et c'est toutes les choses comme ça. C'est vraiment une question de processus pour dire, ben comme le gros bon sens de ben on va mettre un password de 64 caractères sur l'utilisateur de la base de données, mais on l'a mis sur un post-it à l'entrée sur le billboard derrière la secrétaire à l'entrée. Puis bon, ben, c'est ça. Il sert à quoi ton mot de passe? À pas grand-chose. Si tout le monde peut l'utiliser en allant prendre son café le matin, il n'y a pas vraiment de suite aux choses. Puis c'est un petit peu ça. C'est pour pallier à des problématiques similaires qui pourraient arriver dans n'importe quelle grandeur d'entreprise. Que justement, ça serait hors de contrôle, puis que c'est vraiment dur à contrôler, on va se dire, parce qu'on n'a jamais vraiment l'impact de qui c'est qui va justement être un acteur malveillant dans l'entreprise. Ça peut être autant quelqu'un d'IT, ça peut être quelqu'un d'exécutif, ça peut être quelqu'un qui va vouloir justement partir avec son filon d'or, si on peut dire, ou son sac de cash, puis faire un coup. On peut pas prédire ça, puis c'est un petit peu ça que ça vient cadrer dans les faits, parce que oui, il y a une partie légale qui dit, bon, ben, il faut qu'on ait des preuves tangibles informatiques qui dit, bon, ben, écoute, c'est pas la faute de l'entreprise, c'est la faute de telle personne. Mais si l'entreprise a rien mis en place pour couvrir le mot de passe qui est sur le billboard, ou l'enlever au moins, ben, malheureusement, c'est la faute de l'entreprise. La personne qui a fait l'acte dans ce contexte-là, ben, heureusement, elle se ramasse blanc comme neige parce que techniquement parlant, ben, ça va être très dur pour l'entreprise d'arriver puis de prouver que, bon, ben, écoute, on a tout mis en notre pouvoir pour empêcher la chose. C'est un petit peu comme le côté, si on peut dire, il y a beaucoup de monde qui ont tout souvent la mentalité populaire de dire le système légal, il fonctionne à moitié pas ou peut-être pas. Ben, dans ce contexte-là, il fonctionne un peu trop, puis c'est ça la beauté de l'informatique. C'est que des preuves, c'est pas long à collecter, c'est juste une question qu'il faut être au courant de ce qui est important puis de le faire correctement. Puis de plus en plus, ben je trouve ça quand même pas ironique, mais je trouve ça drôle de voir qu'il y a autant pas de monde qui s'en intéresse ou qui sont intéressés de savoir que s'il arrive quelque chose, ben ça sera pas sur leur dos que ça va passer ou que bref, écoute, moi je connais tellement de monde qui travaille sur pas dire des lignes de production là, mais tu sais on s'entend quand tu es responsable d'un service ou d'un système informatique qui va en production. Puis il arrive quelque chose, qu'il y a une brèche. On s'entend-tu que la première personne qui se fait appeler, qu'il soit 2 heures du matin ou peu importe, c'est le gars qui est en charge de la production. Là. C'est pas le propriétaire de l'entreprise, c'est sur son dos à lui. On s'entend-tu que cette personne-là, son meilleur intérêt au monde, ça devrait être d'avoir des preuves pour savoir s'il est arrivé quelque chose, c'est la faute de telle personne et non pas la faute de l'entreprise. Ouais, en gestion d'incident, c'est assez fondamental là, d'avoir ce genre de visibilité-là. Puis ce que ça me faisait penser pendant que tu parlais, c'est j'ai vu des entreprises ou des organismes qui ont commencé à déployer des éléments de conformité et invariablement, les gens à TI font la crise du bacon à chaque fois qu'on arrive avec ces éléments-là, comme si on leur enlevait un jouet, comme si on arrêtait de leur faire. C'est fou. Je l'ai vu à plusieurs reprises. C'est pas un cas, mais à chaque fois, ils se sentent personnellement touchés par ce genre de choses-là. Mais la réalité, c'est pas contre l'individu, c'est juste quand on est dans un contexte de maturité organisationnelle, tout est hyper structuré, tout est déjà bien défini. Tu sais, on va dans des environnements très légiférés, comme le milieu financier, par exemple.
on peut pas toucher à de la donnée de prod comme ça nous tente. On peut pas faire ce qu'on veut quand l'idée nous le prend. C'est normé, il y a des règles, il y a des éléments qui sont mis en place justement pour encadrer ces éléments-là. Et il y a personne qui touche à de la donnée de prod dans le milieu financier. C'est juste comme ça. J'ai déjà travaillé... on espère que personne touche à de la donnée de prod parce que... Ouais, ben... Il y a eu des cas qui ont prouvé le contraire, mais cela étant dit, j'ai pas jamais été dans un contact avec ça. J'ai déjà été dans d'autres entreprises dans un milieu financier. Ouais. Et les contrôles légaux administrés sont très importants. Tu sais, j'avais été dans cette entreprise-là, puis il y avait eu un gel de tous les courriels de telle date à telle date automatique parce qu'il y avait une enquête en cours. Donc, on est dans un contexte très rigide et très comme ça. Et il y a une certaine forme de prévisibilité. Fait que au niveau, pour les gens des affaires, pour moi, ça les rassure de savoir que c'est prévisible parce que on a déterminé et qu'on n'est pas en train de patenter un cossin en notre sous-sol ou de gosser un bout de bois pour arriver à un système. Il y a des éléments prévisibles et des attentes. Et donc, la conformité vient répondre, vient rassurer beaucoup le monde, le milieu, le côté affaires de la business. Puis justement, ben, nous permet de structurer notre travail. Et quand notre travail est structuré pour ma part, pour ce que j'ai vu, on est plus efficace. On perd moins de temps sur des affaires qui n'ont pas rapport. Puis on cherche moins on a dans le fond, on apporte plus de valeur parce qu'on travaille sur des choses qui nous permettent d'avancer et non d'essayer de gosser notre bidule qu'on a faite rapidement le soir, puis là, ça marche pas, puis ouais, ben, c'est ça, tu ris, là, mais c'est exactement ça. J'en ai tellement vu de cas où, tu sais, ils ont patenté un bidule pour mettre ça en production parce que, puis finalement, ben, un petit coup de vent, puis ça tient pas en route, cette affaire-là, puis c'est pas prévisible, puis ça n'a pas suivi les règles, puis Puis il est arrivé quelque chose. Puis là, c'est la faute à qui? Oups, le bidule a pas pris de log ou a même pas fait... Il n'y a pas eu de suite au bidule parce que le bidule en question a causé un incident qui a peut-être coûté très cher, en fait. Puis c'est le scénario qu'on connaît le plus souvent. Je crois qui est le plus probable. Pour revenir à ton point, moi, c'est justement, j'ai vécu personnel. On détache un peu la business. J'ai eu la chance de voir plusieurs incidents, justement, que ce soit dans le cadre des business dans le monde financier, que ce soit des spectrums d'idées qu'on s'imagine même pas que ces entreprises-là ont ce genre de problème-là. Puis malheureusement, c'est un problème qui est généralisé. Là. Comme, je vais pas trop te reprendre tantôt, mais je trouvais ça quand même très drôle. C'est le fait que moi, à 2 reprises, j'ai vu des instances financières qui ont mis les pieds dans des plats solidement en termes de la conformité n'a pas suivi du tout. Puis je me demande c'est qui leur a vraiment tapé sur les doigts en bout de piste. J'ai vu, ouais, je sais pour dire banque, mais bon, on n'ira pas là, c'est encore dans les finances. On s'entend, là, il y a comme pas vraiment de limite là, de comme. On pourrait imaginer la même chose avec un hôpital, il n'y a pas vraiment de limite où est-ce qu'on peut aller, puis de se rendre compte que la conformité, ça nous affecte tous. Puis pourquoi que c'est pas mis en branle? Ben ça revient un petit peu. J'avais sorti quelque chose, je pense que tu avais bien aimé il y a quelques podcasts. Le niveau de paranoïa, je sais pas si ça te rappelle quelque chose. Tu avais sorti justement l'idée de on va approcher le président de l'entreprise puis dire ben écoute, on va mettre des mesures drastiques, tu vas falloir que tu vives menotté avec la valise puis les mots de passe attachés dans la valise pour le reste de tes jours pour t'assurer. Mais c'est un petit peu la même chose, malheureusement. Tu sais, la conformité, ça amène que c'est comme ça t'enforce que ce sera peut-être pas une valise accrochée à ton poignet pour le reste de tes jours, mais ça va mettre certaines choses en place qui, effectivement, vont irriter beaucoup de monde. Parce qu'ils ont des façons de faire les choses. Ben quand je parlais de la crise du bacon, c'est ça, quand on change un côté artisanal où on gosse nos affaires à un contexte structuré, les gens n'aiment pas ça parce qu'ils se sentent, ils perdent ce qu'ils pensent être leur importance, qu'en réalité, il faut qu'ils migrent vers des nouvelles façons de faire. Là. Puis c'est pas grave, là, ça n'enlève pas la valeur aux gens. C'est juste qu'il faut avancer vers cet univers-là. Puis l'autre aspect aussi, puis c'est à t'écouter parler, ça peut sembler lourd, la conformité, puis c'est ça, les gens sont très irrités par ça. Cependant, à peu près 75% des contrôles en conformité peuvent être automatisés et donner des rapports automatiques. Puis ça, tu me parlais un peu de ce que vous faites. Et effectivement,
on a des outils en main qui nous permettent d'avoir cette conformité-là sans avoir à remplir des questionnaires à n'en plus finir puis à avoir du travail administratif. La machine le fait pour nous. Parce que de la conformité, c'est assez prévisible en général. La machine est capable en général, pour ce qui n'est pas des processus, mettons, d'être capable de voir le contenu de ce que c'est et donc de faire le job à notre place. C'est ça qui est encore merveilleux. On délègue encore plus de choses à la machine et nous, on fait moins de travail ou moins de travail que je considère inutile ou qui est lourd et qui est pénible. Effectivement, puis je pense en termes de lourd et pénible, je pourrais en jaser un petit peu juste au niveau du web, juste mettre une conformité web en place en termes d'encryption SSL, répondre à tous les standards. Là. Si on veut cocher toutes les cases, c'est quasiment 6 mois de travail pour 2 personnes à plein temps, juste pour mettre ça en place correctement, là, vraiment qu'on n'a rien oublié, là, puis qu'on a fait tous les tests, les procédures en place pour s'assurer que ça rentre. Ça paraît pas, mais c'est quand même beaucoup de travail, 6 mois à mettre en place pour quelque chose d'aussi que ça devrait quasiment être un point de départ pour tout le monde. Que, exemple, j'installe Apache, j'installe un serveur Nginx. Voilà, ça vient avec, mais non, ça vient pas avec. C'est un petit peu laissé au côté artisanal, justement, de l'informatique, de pouvoir dire, ben écoute, il va falloir que tu fasses avec. Puis le plus drôle dans tout ça, c'est qu'une fois que c'est mis en place, ouais, ça rouvre juste la porte à un petit peu le désagrément de ce que tu parlais tantôt, tu sais, le côté bacon, que la personne ne veut pas perdre son importance dans l'entreprise, quand au final, la conformité va juste apporter plus de jobs. Au final, là, sérieusement, c'est beaucoup plus de jobs que la personne elle peut se pogner le bacon, justement. Qu'est-ce que ça veut dire? Après se pogner encore plus le bacon à faire quelque chose qui est justement qui est plus long, plus laborieux. Puis comme que je disais, que le niveau de paranoïa est un petit peu plus élevé. Mais t'es payé pour le faire. Dans tous les cas, c'est dans l'intérêt de l'entreprise de te payer à te pogner le bacon dans ce contexte-là. Puis c'est correct, parce qu'au final, ça bénéficie à l'entreprise au complet. Et non juste à une personne qui veut démontrer qu'il fait une différence dans l'entreprise, parce qu'en bout de piste, c'est jamais. Anyway, c'est jamais. On a tout, je pense, une fois dans notre vie eu le feeling que c'est nous qui faisions la rockstar dans une entreprise. Mais qu'au final, là, c'est un travail d'équipe, là, c'est pas juste une personne, là, puis c'est vraiment long avant de réaliser ça, puis c'est malheureux, mais c'est ce qui amène un petit peu au phénomène que au final, quand on s'y intéresse, c'est très intéressant, parce que ça nous empêche de pas être mal pris, parce qu'on s'entend le jour que l'entreprise se fait prendre la main dans le sac. Oui, de facto, ça va être le président de l'entreprise qui risque d'y passer, et même peut-être l'entreprise au grand complet. Mais encore pire, c'est que s'il y a une enquête qui se fait, s'il y a une poursuite légale qui se fait contre l'entreprise, pas juste que le président y passe, puis que là, ils se rendent compte que finalement, c'est le gars qui a mal fait les choses avec son truc artisanal en faisant le bacon, qui était responsable, ben malheureusement, il y a bien des risques que ça nous affecte directement. Là, c'est cette personne-là qui est un petit peu, malgré qu'elle est peut-être même pas au courant de l'impact que ça pourrait avoir, ben c'est des trucs aussi simples de dire, ben écoute, j'ai journalisé tout ce que j'ai fait en me connectant sur le système. J'ai laissé des traces. S'il arrive quelque chose, si j'ai mal fait quelque chose, ou si, bref, ce que j'ai fait a mené à, ben, c'est ce genre de preuve-là que je pense que la personne en question qui est en charge de l'opération ne devrait même pas avoir à se poser. Ça devrait être de facto de vouloir que ça arrive pas plutôt que ça arrive. Puis c'est un peu là que je trouve ça quand même assez ironique que dans l'industrie aujourd'hui, ça soit autant compliqué de percer avec la conformité. Puis bien souvent, là, on arrive avec ce concept-là dans une présentation devant un nouveau client, puis tu vois le côté management, il allume, aussitôt que tu reparles de conformité, tu vois les guirlandes de Noël qui s'allument. Puis le reste, comme tu dis, ben il balaie ça, ben comme ok, on apprendrait qu'est-ce que ça veut dire le temps venu. Puis c'est drôle, pourtant, c'est comme qu'on dit, c'est une façon de sauver la job ou de rendre notre job vraiment je cherche le mot en français, mais comme c'est une ligne droite, tu peux pas te tromper. T'as un processus qui te dit comment faire les choses, puis ça sera jamais de ta faute. Moi, je pense que, en tout cas, si on m'aurait dit ça il y a longtemps, je pense que ça fait longtemps que j'aurais dit sign me up ou c'est où ce que je signe. Ouais, c'est plus prévisible. Il y a des éléments comme ça qui sont rattachés.
Puis, ça amène à changer. C'est parce que notre job va évoluer aussi. Tu sais, c'est sûr qu'on va pas juste puncher notre temps comme on faisait avant. Notre job va devoir évoluer. Puis ça, c'est un des aspects que je trouve très ironique en TI parce qu'on est très favorable au changement, sauf quand ça nous affecte nous. Fait qu'on va imposer le changement aux autres parce que ça fait notre affaire. Mais quand on doit changer nos façons de faire, nos processus, nos choses, là, on fait le bacon, puis là, on est fâché, puis ça. Puis on est terrible parce que à la quantité de changements qu'on pousse sur les volets à faire, puis on dit, ah non, mais arrangez-vous, vous êtes juste résistant au changement, blabla. Puis là, c'est nous, quand on doit justement changer nos façons pour les améliorer, pour arrêter de faire des affaires manuellement, les faire mécaniser. Donc, nécessairement se mettre en conformité éventuellement. Donc, mettre des choses où on change un peu notre perspective sur comment on opère. Je trouve ça très drôle là, parce que tu sais, moi, je suis un acteur de changement, fait que j'aime beaucoup ça. Puis je bouscule un peu les gens dans ce genre de choses-là parce que j'aime beaucoup le changement, j'aime beaucoup les affaires nouvelles finalement. C'est peut-être moi qui est à l'autre bout du spectre, mais je trouve ça fondamental de toujours être en avance, de toujours avancer, de toujours regarder vers l'avant et de justement nous mettre dans une position favorable dans ce que c'est en conformité. Puis si je peux déléguer, puis en plus, c'est plate la job qui est remplacée par la conformité. Puis d'envoyer ça à la machine, c'est pas de la job le fun, c'est pas l'endroit où c'est super plaisant. Et ça n'enlève pas, puis c'est ça que les gens, je pense, ne comprennent pas, n'enlève pas le petit côté créatif, le vrai côté artisanal du on crée le système, puis ensuite on le rend stable. Mais la création est toujours là. C'est juste quand on le rend stable, puis on le garoche. Mais lui, on n'est plus comme dans un moteur à carburateur à essayer de gosser à chaque fois pour le faire marcher. Une fois qu'on l'a mécanisé, puis on l'a envoyé, bon, on s'en occupe plus. Fait qu'on peut s'occuper du nouveau jouet qui arrive, puis du nouveau système qu'on a à mettre en œuvre, dans lequel on peut justement être créatif et on peut gosser dans notre sol avec le nouveau système jusqu'à temps que celui atteigne la maturité puis tombe en production, puis par la suite. Là. Exact, puis tu m'as même mis des mots dans la bouche pendant que tu parlais de tout ce processus-là. Il y a un exemple de sysadmin qui m'est venu en tête. Tu sais, quand on faisait ça remonter de quelques années, juste le processus que ça prenait mettre une application en ligne en production. Juste de passer genre du stade de développement, bon, ben j'ai un staging dans le sous-sol. Au premier étage, c'est la production, si on peut dire. Comment que avant, là, comme t'avais comme une couple de personnes, t'avais les ops, le sysadmin, qui étaient tous connectés sur Skype pour se parler, pour comme tout sur leur terminal de commande, pour faire des commandes près de base. Il y a pas de problème si on fait ça dans le sous-sol. Mais là, quand t'arrives en production puis que ça marche pas, c'est qui est responsable? Si le service tombe down, puis si pis ça. Le genre de truc qu'aujourd'hui, là, on prend ça pour acquis. On se dit, ben, on est passé par là. Puis quand je regarde le taux de juniors qu'on a dans l'industrie, on s'entend parce qu'il y a quand même une grosse rotation de ressources qui ont jamais connu ça. Ils n'ont jamais connu le côté vraiment, comme tu dis, artistique de dire, ben écoute, hey, on va mettre quelque chose en ligne puis ça leur pète dans la face parce qu'il y a quelqu'un qui a oublié de mettre une lettre ou il a oublié un paramètre ou un point à une ligne de commande puis ça l'a explosé puis là, tu passes une nuit blanche incroyable puis que le téléphone, il sonne parce que là, t'as des clients qui essayent d'accéder puis qui se demandent pourquoi que le service est plus là puis X, Y, Z, là, puis c'est là que la décadence commence. Puis que on aurait mis la conformité en place, ben de un, comme tu dis, ça aurait été mécanisé d'un bout à l'autre. Ça aurait été déjà rodé que c'est le système qui serait lancé en ligne tout seul. Il n'y a pas une ligne de commande qui aurait été rentrée par quelqu'un qui aurait pu faire des erreurs. De un, les mots de passe puis tous les secrets qui devaient être mis en place pour lancer tout ça en ligne ne sont pas entre tes mains de personne, fait que personne ne peut causer de dommages. Un paquet de trucs, des notions de base aujourd'hui de la sécurité, si on peut dire, que pour certaines raisons, on dirait, je sais pas si c'est le manque de pas l'avoir vécu ou le fait qu'on a skippé des étapes comme le contexte d'éducation, si on peut dire, de tout ça. Qui fait qu'aujourd'hui, on dirait qu'on passe tout droit. Je pense que oui, puis c'est très intéressant d'amener ça comme ça, parce que j'ai fait mes erreurs, j'ai fait planter des systèmes en production, tu sais, puis je me suis fait chauffer les oreilles, là, tu sais, j'ai pas fait ça, ça n'a pas été gratuit, là, tu sais, j'ai quelques cicatrices de guerre là, associées à ce genre de choses-là. Puis de l'avoir vécu, puis effectivement, les gens maintenant ne vivent plus ça. Cependant, ce qui était les historiques de moi, ce que j'ai mon expérience qui a vécu par rapport à ça. Un, j'ai appris. Deux,
je scriptais mes affaires. Fait que quand je l'envoyais en dev ou en pré-prod ou peu importe le palier que tu le faisais, le run était fait sur des scripts. Quand le script roulait bien en pré-prod, je roulais le même script en prod. Fait que j'avais pas des lignes de commande, j'étais pas un humain dans le processus. Fait que ça devenait à ce genre, ça devenait comme une graduation qu'on voit dans du code normalement. Fait que puis c'est de l'infrastructure. Puis ça prédate l'info nuagique comme on le vit maintenant, dans lequel c'est 100% ça qu'on devrait faire. On ne devrait plus cliquer sur des cases dans des GUI. On devrait tout scripter notre mise en production. Puis on fait juste la rouler, on la roule dans les paliers inférieurs. Ça fonctionne bien. On la roule en prod. Si ça merde pour une raison qu'on n'a pas pu prévoir en prod, on fait un rollback automatique parce que ça le permet. C'est scripté. C'est facile. Ça l'évite des nuits blanches. Moi, je pense qu'on devrait faire du tabletop dans les universités et dire, gars, on vous donne un système, on vous le crache, relevez-le, vous avez la nuit. Puis je pense que ça serait un bon élément d'éducation, parce que par rapport où on est passé, parce qu'on a vécu de façon professionnelle dans les temps où c'était moins structuré. Mais tu sais, j'étais dans un univers où VMware n'existait pas vraiment, là, où était naissant. Là. Fait, dans mes premiers temps, c'est quand on montait une machine pour on la crachait, là, le serveur, là, c'était on bootait avec des floppies ou avec un CD, puis on devait repartir le serveur d'à neuf. Là. Crément, on perdait une bonne nuit. Là. On n'était pas super heureux de cette situation-là. Puis on utilisait des mécaniques, là, des freezes, entre autres, pour les postes de travail, pour limiter la destruction des utilisateurs. On utilisait des espèces de systèmes de clones de serveurs qui avaient été fin des années 90, début 2000, justement pour cloner les serveurs rapidement, pour être capable de mécaniser ce genre de choses-là. Mais autrement, tu voulais. C'était pas agréable là, de perdre ta nuit parce que tu avais merdé ta mise en prod le jour, puis là, tu t'avais explosé. Puis c'est pas facile comme aujourd'hui, là, tu faisais un rollback, il fallait que tu réinstalles le serveur from scratch, tu repartes à zéro parce que c'était pas stable. Des fois même que tu formates la machine sur le spot. T'as pas le temps de faire ça en réalité aujourd'hui. Là. T'as plus de job si t'es rendu à faire ça. Là. Oui, il y avait des choses comme ça. On n'avait pas de redondance autant. Là, même VMware permet un certain nombre de choses sur remonter tes images, ça allait plus vite. On a déjà eu un gain de performance. Puis là, en info magique, ben, tu peux lever tes machines comme tu veux à l'infini. Mais il faut que tu l'aies codé si tu veux les lever à l'infini pour que ça soit toujours prévisible. On revient à la conformité. Il faut que ça soit prévisible. Fait que tu as toujours tes images, tu as toujours tes choses établies, tu as toujours ton processus en place, même ton processus de graduation de tes changements technologiques maintenant doit faire c'est le même processus que les développeurs graduent leur code comme ils graduaient avant. Et on parle pas de genre de choses lourdes, c'est long, de genre 15 paliers puis ça monte. On parle de DevOps, on parle de vraiment de déploiement rapide à la volée, comme c'est fait actuellement, et de renversement automatique quand il y a problème. Tu sais, les grands du web, le GAFAM, ces affaires-là, c'est ça qu'ils font. Eux autres, ils déploient plusieurs dizaines de changements par jour dans leurs infrastructures parce que c'est normé, parce que c'est établi. Puis, tu sais, pour le nombre d'erreurs qui ont été rendues publiques, c'est très peu par rapport au volume de mise en production qu'ils font. Là. C'est fou. Effectivement, c'est assez hallucinant. Puis ça me rouvre la porte à quelque chose justement par rapport à tout ça. Parce que moi, personnellement, je me suis investi beaucoup dans une certification qu'on appelle le CCAD, qui est d'être un développeur certifié pour Kubernetes, pour les amateurs de cloud, justement. Puis je trouvais ça très intéressant parce que eux amenaient une perspective un petit peu bizarre parce qu'ils ont un examen de certification. Puis l'examen, c'est justement, ils donnent un système qui est planté, puis ça s'appelle Amuse-toi. T'es supposé de savoir comment le déplanter ou qu'est-ce qui l'a planté, juste d'être capable d'investiguer rapidement. Puis je trouvais ça drôle comme façon de faire parce que je me dis, venant d'un background comme le nôtre, qu'on a vécu les nuits blanches à vraiment sacrer après une machine et savoir qu'est-ce qui se passe ou qui se passe pas, puis de créer un petit peu le sens logique de dépannage, dans un sens, la logique de dépannage qu'on met en place quand ça arrive, ben comment tu es censé de la développer, cette logique-là? C'est cool d'apprendre comment que le cloud fonctionne, comment que je suis supposé de pouvoir justement faire apparaître autant de serveurs que je veux et tout. C'est drôle qu'on apprenne. C'est comme si on nous apprenait à courir avant de marcher, ou pouvoir même tenir sur nos deux pieds.
parce qu'en bout de piste, il y a quand même un petit peu de quelque chose qui est inhérent. Comment tu fais pour savoir qu'est-ce qui est arrivé avec ta machine si tu sais même pas, qu'exemple, qu'il faut que tu ailles chercher dans les logs de la machine ou X, Y, Z, que justement, c'est cool la formation Kubernetes, elle t'apprend beaucoup de belles choses, comment automatiser, scripter, tout ça. Mais on dirait qu'il manque tout le bagage. On dirait qu'on assume que tout le monde a passé par l'ancien palier pour en arriver à ce qu'on peut faire aujourd'hui, qui est hallucinant. Mais comme on dirait quand même qu'il manque un step de comme on a oublié d'apprendre à marcher avant de courir, que comme la plupart du monde, c'est là qu'ils font des erreurs. Alors, ils savent comment opérer la machine, mais ils savent pas pourquoi qu'elle a planté. Fait comme. Ouais, l'idée est intéressante, puis je l'ai rencontrée à bien des égards, puis j'ai l'impression que parce qu'on arrive de l'ancien monde, on est mieux outillé. Exact. Parce que juste comprendre, on va prendre disons, le volet, tout le SaaS en info numérique, le degré d'abstraction dans lequel on opère est très, très élevé. Donc, on a beaucoup de couches. Tu sais, on n'a jamais opéré de Exchange, SharePoint, on n'a jamais opéré d'infrastructure, on n'a jamais opéré Windows, Linux pour ceux où, c'est peu importe la solution de quoi, on va aller tout ce qui est en arrière là, je ne mets tout ce qui est en arrière de M365, mais tout ce qui est en arrière de Google Workspace, c'est la même chose. Si on ne comprend pas la logique du protocole, du fonctionnement, comment les Linux, comment les courriels s'échangeaient, comment les calendriers, tout ça s'opère, comment tout ça, les blocs fonctionnent ensemble. Quand on arrive pour débugger des problèmes où on essaie de mettre une architecture en place, on comprend pas la subtilité qui est en arrière. Puis c'est très, très tough de réussir à faire comprendre ça aux gens. J'ai poussé plusieurs technologies SaaS à leur pleine limite parce que je comprends ce qui est en dessous. Puis je comprends où le chose, puis déjà, des fois, j'ai obligé d'appeler des ingénieurs de choses en ligne de support. Là, ça marche pas ton plan. Là. Je comprends pas en arrière ta technologie où ça bloque, là, parce qu'il y a quelque chose qui marche pas dans ton élément ou comment tu as tweaké ta technologie pour tricher telle affaire. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi on n'est pas capable de faire ça avec toi? Pourquoi ça marche pas? Les exemples que j'ai, puis j'aime bien parce que j'allais vraiment jusqu'au bout. Il y a 2 exemples. Comment les meeting teams s'exécutent à travers Outlook et comment le fait que Outlook n'est pas capable de faire un recall de message par rapport à Notes ou à GroupWise, par exemple. Et c'est quand tu comprends la technologie qui est en dessous, tu comprends pourquoi Outlook n'est pas capable de le faire parce que Outlook était bâti sur des principes technologiques différents de GroupWise ou Lotus Notes, qui fait que c'est pas possible. Dans le cas de GroupWise Lotus Notes, c'est une base de données dans laquelle ton message n'est juste un objet dans la base de données. Fait que tu peux faire l'effacer comme tu veux, puis c'est un objet dans la base de données. En Exchange, Outlook, c'est pas un objet, c'est juste un courriel que tu envoies, donc il n'y a plus de lien de propriété. Mais quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi ça fait ce genre de comportement-là. Et dans le cas de Teams, ben, ce que j'avais découvert avant que ça soit largement utilisé, puis mieux connu maintenant, c'est que tu as des workers qui opèrent, qui passent en arrière. C'est ça. Mais quand tu sais comment ça fonctionne un worker, là, tu comprends qu'il y a un worker qui est caché en arrière de Teams Outlook, parce que quand tu établis ton meeting en web, entre autres, ou sur ton téléphone cellulaire, peu importe, il y a le lien Teams n'est pas fait. Et il y a un worker qui passe en arrière et qui rajoute ton lien Teams dans ta rencontre parce que c'est pas natif. Il y a juste le client Windows qui le fait nativement. Les autres ne le font pas. Fait que le client, puis le client Windows, on a découvert aussi, le client de Windows, il y a un DLL qui cale l'interface Teams pour obtenir le lien Teams qu'il met dans ta rencontre. Mais tu sais, c'est quand tu comprends pas la technologie, tu peux essayer d'expliquer ça. Tu dis là, puis le problème, j'ai perdu bien des gens en expliquant ça. C'est impossible parce que moi, je comprends comment la technologie fonctionne. Je comprends qu'un worker qui se promène en arrière, puis je comprends des fois que le worker il est plus chargé, fait que des fois, tu as 1, 2, 3 minutes avant que les liens Teams apparaissent parce que le worker n'est pas encore passé sur mes meetings. Parce que le flag est pas passé. Fait qu'il y a un flag, puis il fait juste passer sur tous les meetings qu'on le dit flag. Fait que tout ça est intéressant, mais il faut le connaître. Mais on est dans un autre univers. Les gens ne connaissent plus. Déboguer, puis tu sais, même comme consultant, comme je fais, j'arrive dans des mandats, puis des fois, on me demande trouve-moi le problème de telle affaire. Fait que faut que tu rentres dans l'environnement, puis tu trouves le problème,
rapidement. Genre, on parle pas de genre, t'as 3 jours pour trouver le problème, genre, t'as 15 minutes pour trouver le problème, là. Puis c'est la même chose en cas d'incident. Mais quand tu arrives sur un incident, surtout quand tu es propulsé comme un externe sur un incident, tu as à peu près 15 minutes pour diagnostiquer la situation, trouver c'est où, ou trouver les hooks, puis de frapper, puis commencer à mettre en œuvre un plan de containment, moi, j'ai pas le terme français, fuck it. Justement, de fermer l'incident le plus rapidement possible. Fait, c'est ça, mais ça, c'est l'expérience. Parce que je l'ai fait, j'ai taponné. Puis c'est peut-être ça qui nous manque aussi. Puis, tu sais, on fera un boucle à la conformité. Mais la conformité s'appuie sur ce genre de choses-là. C'est comme une boucle qui se réalimente, là. Exact. Puis c'est pour ça que, justement, j'en faisais un point tantôt, comment que ça connecte avec tellement de choses en plus. On avait une discussion, justement, avant le podcast, sur Splunk, les choses comme ça, que quand, c'est quoi l'utilité d'avoir un SIM dans l'organisation si c'est pas pour collecter des évidences d'incidents et de ci et de ça, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment que ça s'est passé, être capable de retourner un petit peu dans le temps pour savoir que comme il y a quelque chose qui a déclenché qui aurait peut-être jamais dû. C'est tous ces processus-là finalement qui est comme, je vais te donner un exemple bien ridicule qui me vient souvent en tête, mais c'est comme quand on veut gérer des accès de production à une base de données en production. Ce serait quoi, selon toi, les premières étapes que tu mettrais en place si ça serait juste de ta personne? Voulant dire, je veux jamais devoir me soucier qui y a accédé, puis comment, puis pourquoi. Ben, moi, il y a personne qui a accès aux bases de données de production, là. Il y a juste des workers qui devraient accéder justement pour prendre les termes que j'utilisais. Il y a juste des workers ou des comptes, ce qu'on appelle les comptes de service, là, qui auraient ce genre d'accès-là selon des principes très établis et très rigides associés à ce genre de choses. Il n'y a pas un humain qui devrait toucher à une base de données. Mais aucune fois qu'elle est mise en production, là, le seul moment où on devrait toucher à une base de données, c'est quand on doit faire des mises à jour sur le moteur de base de données. C'est à peu près tout. Puis même encore là, c'est rendu automatisé. Ben, tout l'intérêt d'avoir un service infonuagique parce que justement, on sous-traite ça à un tiers qui met à jour le OS puis la base de données au gré de l'évolution des choses. Mais tu sais, on devrait pas. Moi, on devrait avoir aucun humain dans le processus. Puis tu sais, l'exemple que je donne, la façon de le percevoir, c'est que les informations dans les bases de données de prod, c'est radioactif. Fait qu'il n'y a pas un humain qui devrait être touché. On devrait être genre dans notre SaaS avec des petites manettes, avec un petit bras mécanisé qui fait ça. Il n'y a aucun humain qui devrait toucher à ces données-là parce que c'est toxique. C'est dangereux. On ne devrait pas faire ça. Et d'où la loi 25 nous amène. On parle de conformité. La loi 25 nous amène là. Le RGPD nous amène là. Certaines lois américaines nous amènent là aussi, d'ailleurs, dans certains domaines particuliers où on n'est pas supposé faire ça. Mais là, tu m'as relancé, puis dans le milieu financier, oui, ils seraient supposés le faire. En général, ils sont plus matures. Cependant, il y en a beaucoup qui contournent. On a eu le cas on a eu un cas qui a été médiatisé en 2019, justement, où il y a justement des amants comme ça, puis ils ont été tant qu'à moi malchanceux dans cet épisode-là, parce que les autres aussi, leurs concurrents auraient probablement pu être touchés par le même problème, ils ont juste été plus chanceux dans l'ensemble de l'histoire de ne pas avoir été ça. Fait que il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous de la couverte aussi. Puis la conformité essaie de s'arranger pour que en TI, on s'entend. Pas trop de choses en dessous de la couverte. Ben, effectivement, mais c'est juste, je pense que t'as levé la couverte avant que je le fasse. Je trouve ça excellent. Mais pour en venir que ma réponse à ta question, c'est que comme ce que tu as dit, pour vrai, je trouve ça A1. Ça serait probablement le step 1. Moi-même, dans mon développement personnel, tu sais, de la store que je le vois, peut-être gérer une entreprise, gérer vraiment, devoir dire on met les processus en place. Moi, j'irais même jusqu'à l'étape suivante, si on peut dire, de ce qui est possible de faire aujourd'hui, en fonction des métriques, de qu'est-ce qui se passe sur la base de données, de faire comme, d'être capable de dire, ben écoute, il y a des requêtes qui sortent de nulle part, parce qu'on s'entend-tu que les requêtes qui passent vers la base de données, là, c'est toujours les mêmes, right? Il est jamais supposé avoir des requêtes qui dévient du chemin, il y a certaines choses, il y a certaines, si on peut dire, perspectives, que sans même avoir de pare-feu intelligent ou d'avoir de systèmes super intelligents, là, si on mettrait vraiment les protections en place, là, de jusqu'où on peut dire la conformité nous amène dans certains cas, on devrait jamais se soucier de l'information qui fuit une base de données ou qui
qui réussit finalement à nous évader parce que techniquement, comme tu le disais tantôt, personne ne devrait y avoir accès. Puis les acteurs qui y ont accès devraient avoir un cadre qui est déjà limité de ce qu'ils peuvent faire sur la base de données. Puis c'est ça, dans bien des cas, bien souvent, OK, cool, il n'y a pas personne qui a accès, mais c'est drôle, la seconde que quelqu'un réussit à trouver un point d'accès ou un point d'interaction avec la base de données, c'est drôle, mais oups, toutes les données sont compromises parce que justement, encore une fois, il y a quelqu'un qui a voulu faire le bacon rendre ça un peu artisanal comme implémentation, mais c'est comme ça qu'on deal avec aujourd'hui dans l'industrie, c'est que malheureusement, on ramasse encore les morceaux de gras de bacon qui traînent parce que justement, c'est comme ça à grandeur, puis il n'y a personne qui l'échappe. C'est très drôle parce que ça me fait penser, puis tu amènes tout le volet de whitelisting au niveau des bases de données. Le whitelisting a eu très mauvaise presse parce qu'au niveau des desktops, c'est très difficile à mettre en œuvre parce que l'humain qui manipule un poste de travail est relativement imprévisible dans son ensemble. J'ai joué avec beaucoup de technologies qui étaient très intéressantes, puis j'ai touché des outils, des affaires assez funky d'ailleurs, qui sont très drôles, qui sont très, très sharp à utiliser, cependant très difficile à mettre en production, à déployer parce que, bon, l'utilisateur est imprévisible, il est ce qu'il est. Ça, c'est une chose. Du point de vue poste de travail. Cependant, sur le serveur, un serveur est censé être très prévisible. Puis tu as mentionné, là, sur ta base de données, c'est censé être très prévisible ce qui va s'y passer. Si ça l'est pas, on a un problème. C'est là où la conformité embarque, parce que, puis en plus, par-dessus. Fait qu'on sait que la base de données a ce genre de requête, parce que l'application est programmée de telle façon. Fait qu'il n'est pas supposé dépasser ce spectre-là. Parce que on l'a développé comme ça, on l'a constitué comme ça. Fait que si l'application va plus loin que son cadre, c'est parce que l'application a été hackée, a été brisée, il y a quelque chose qui se passe. C'est un administrateur qui dépasse le cadre qu'on lui a défini, on a un problème. C'est, tu sais, puis en dehors des heures, de telle affaire. Tu sais, puis j'en connais des entreprises qui ont déployé des règles comme ça, puis entre autres, s'il y a des personnes qui touchent à de la donnée de prod, puis c'était pas annoncé, dans la minute, le squad est là avec, puis pointe, hey, qu'est-ce que tu fais là, toi, dude? T'es pas supposé être là dans le système. Si t'es pas légitime, crée-moi que ton petit papier rose qui s'en vient, puis tu vas aller ramasser ton 4%, puis tu vas aller chercher une job ailleurs. Parce que t'es pas supposé faire ça. Parce que c'est hyper cadré. Puis pas juste le petit papier rose, je pense, c'est si t'as pas une poursuite en plus d'aller chercher ton 4%. Ouais, c'est ça. Si t'es pas capable de justifier pour qu'est-ce que tu faisais dans l'année de prod, parce que t'as un incident, OK, c'est justifié, parce que là, on a un problème de production à régler dans l'urgence, donc t'es capable de le faire. Si t'as pas de problème de production, ta mise en production ne fait pas que tu touches à la prod. On en a parlé. La mise en prod se fait mécaniquement par des processus. Ce qui fait que tu n'y touches pas. Fait que si tes mains touchent à de la donnée de prod, t'es mieux d'avoir les maudites bonnes raisons. Puis je l'ai vu à certaines places, puis c'est vraiment cher parce que on voit la maturité, la mise en conformité et justement la maîtrise des processus qu'ils ont à ce moment-là. Ils sont plus dans un contexte artisanal, ils sont dans un contexte hyper mécanisé. Mais encore là, cette entreprise-là, même si c'est comme ça, il y a encore beaucoup de place à la créativité qui permet aux gens de quand même, en TI, d'avoir du fun parce qu'il y a des terrains de jeu qui sont faits pour ça, de jouer avec des données de non-production dans des environnements de non-production qui permet justement de jouer avec les données de technologie, s'amuser, avoir du plaisir, puis justement où ce qu'on aime beaucoup faire, là, puis c'est pas tout le monde qui peut avoir un lab à la maison, là, mais c'est ça. Exact. Puis ça rouvre la porte à trop de choses que je pense que je vais devoir me retenir un peu parce que chacun va pouvoir tirer ce podcast-là trop facile. Au début, on n'était pas sûr, là, mais là, je pense que je veux pas l'étirer trop longtemps parce que je pense que tu peins un portrait qu'on pourrait prendre le même portrait puis regarder, tu sais, on parle au terme de l'infrastructure, mais un peu partout, que ce soit dans l'architecture de comment on design l'entreprise. Comme tu dis, les processus, on s'en sauve pas. C'est pas juste au cadre d'une application ou d'une base de données. C'est à grandeur de l'entreprise qu'il faut mettre ces processus-là en place. Puis ça amène trop d'opportunités de justement qu'il y ait des problèmes, des choses récurrentes, des choses trop faciles à régler qu'on a décidé d'y aller artisanal. Puis au final, ben, je pense que ça résume bien la situation présente, en fait, de
la plupart des entreprises, en fait. Puis pourquoi que c'est autant important, je pense qu'on en parle, puis de plus en plus, peut-être même prévoir des workshops, wink wink, là-dessus. Parce que moi, j'avais justement un meeting cet après-midi, justement avec nos amis des GAFAM, si tu vois ce que je veux dire. Qui justement, on avait une discussion à ce niveau-là, à quel point que ça commence à être problématique. C'est beau d'offrir des belles solutions sur le marché, mais quand tu regardes la solution, puis tu te rends compte que cool, tu m'offres une solution, mais qui est même pas mécanisée. C'est moi, il faut qu'ils mettent la mécanique en place pour s'assurer que tout se fasse rondement, que mes logs se collectent, que mes évidences, mes incidents et que tous les trucs de base, en fait, qu'aujourd'hui devraient être une norme, sont même pas inclus. Ça vient même pas avec la solution que je paye déjà une fortune pour. Parce que je suis supposément on est rendu dans les nuages, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois où tu t'en vas avec ça. Puis de toute façon, on va closer là-dessus parce que là, on risque de déraper sur ce volet-là. Puis moi, parce que ça m'agace énormément, puis j'en ai long à dire aussi sur le fait que on nous vend des solutions infonuagiques, entre autres, qui on doit acheter de licence supplémentaire pour avoir accès à la sécurité. Je trouve ça très agaçant parce que normalement, on ne devrait pas avoir à payer ça. Ou ça devrait être inclus dans le coût de base. C'est comme s'acheter une auto puis pas de frein ou une auto, pas de sac gonflable ou ceinture de sécurité à l'heure actuelle. C'est impensable. Ben, à l'heure actuelle, dans le cloud, c'est un peu ça qui se passe. On doit acheter notre ceinture de sécurité, on doit acheter nos freins, on doit acheter le airbag, on doit acheter notre antidérapage, et ainsi de suite. Fait que cette situation-là, pour moi, ne fait aucun sens. C'est pas logique, ça marche pas dans ma tête. On est deux, puis effectivement, on est mieux de closer là parce qu'on va déborder. C'est peut-être justement un sujet pour un prochain, fait qu'on va fermer ça là. Toujours très plaisant parce que ça nous amène à des conversations. Puis on sait où on part, on sait jamais où on termine. C'est toujours très agréable, ce genre de choses-là. Puis ça nous permet justement d'explorer une panoplie de choses. Puis j'espère que les gens bénéficient un peu de notre folie puis de nos expériences dans lesquelles on partage. J'approuve. Excellent. Donc, à la prochaine. À bientôt.